charismatic. Aujourd'hui, on va explorer 7 jeux psychologiques de manipulation. Ce sont des tactiques subtiles mais vraiment puissantes. Elles peuvent être utilisées pour contrôler les autres et parfois la victime ne s'en rend même pas compte. Et l'objectif de notre analyse, c'est vraiment de mettre en lumière ces mécanismes. En comprenant comment ils fonctionnent, on peut apprendre à les reconnaître et surtout à s'en protéger. C'est une exploration au cœur des dynamiques de pouvoir dans les relations humaines. Absolument. Bonjour à toutes et à tous, Nos salutations les plus chaleureuses à vous tous. nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Chez Charismatic, nous travaillons jour et nuit pour créer du contenu réellement utile pour vous. Plus de 50 personnes contribuent avec soin et précision à travers notre réseau de chaînes afin de vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous appréciez ce contenu, merci de le partager avec d'autres. Ce petit geste aide l'émission à toucher plus de personnes et nous donne l'énergie de continuer encore plus fort et meilleur. On commence. Allons-y. Alors, le premier jeu, celui qui sert souvent de porte d'entrée. La tempête d'attention, c'est ça, le fameux love bombing. Exactement. Le début est idyllique. C'est une avalanche d'affection, de compliments. Le manipulateur donne l'impression que sa cible est la personne la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée. Il s'intéresse à tout, c'est ça, les rêves, les désirs. Il semble voir des choses que personne d'autre ne voit. C'est tout à fait ça. Il y a une intensité qui est en fait anormale. Et c'est là qu'une des sources utilise une analogie très forte. Celle de la drogue? Oui, le but n'est pas un amour sincère. Le but, c'est de rendre la victime dépendante de cette attention. Une fois que cette dépendance est installée, le vrai jeu peut commencer. Voilà, le mécanisme psychologique, c'est la création de cette dépendance émotionnelle. Quand la victime est accro, le manipulateur peut retirer son affection. Et là, Il la force à faire n'importe quoi pour obtenir une nouvelle dose. C'est la base du contrôle. c'est exactement ça. Et comment on se défend contre quelque chose d'aussi enivrant? La meilleure défense, c'est la patience. Une vraie intimité, ça prend du temps. Il faut se méfier de ce qui va trop vite, de ce qui semble trop parfait. Et surtout, observer les actions, pas seulement les belles paroles. Une fois que cette base est posée, on peut passer au jeu numéro 2, le détournement cognitif, le gaslighting. Oui, le gaslighting. Là, on change de registre. Le but n'est plus de créer la dépendance, mais de détruire la réalité de la victime. Manipuler sa perception. C'est ça. Ce qui est pervers, c'est que le manipulateur ne va pas forcément nier les faits. Par exemple, une trahison. Le fait est là, mais il va changer l'interprétation. Et c'est là qu'on entend ces phrases type « Tu es trop sensible »,« C'est dans ton imagination »,« Tu exagères toujours tout ». À force, la victime finit par douter. Douter de son jugement, de sa mémoire et même de ses propres sens. Au point de devoir chercher des preuves, des captures d'écran, juste pour se rassurer qu'elle n'est pas folle? C'est terrible. Le but est de détruire la confiance en soi. Une personne qui doute d'elle-même est infiniment plus facile à contrôler. Les sources comparent ça à de la propagande. Oui, avec 2 principes, un mensonge énorme est plus crédible, et un mensonge répété devient une vérité. C'est la même mécanique. Alors comment on s'en sort, si on ne peut plus faire confiance à sa propre tête? Il faut faire confiance à ses émotions. Même si la réaction est jugée excessive, l'émotion, elle, est réelle. Elle est légitime. C'est un signal qu'il ne faut jamais remettre en question. D'accord? Et si ça ne suffit pas, il y a le jeu numéro 3. Le traitement silencieux. Ah, celui-là est particulièrement angoissant. Du jour au lendemain, sans un mot, le manipulateur devient froid, distant. Il coupe toute communication. Et ce n'est pas juste prendre de la distance pour se calmer, c'est calculé. C'est un silence punitif. Il est conçu pour créer un malaise, un sentiment de culpabilité. La victime se demande « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» C'est une torture. Et la puissance de la technique, c'est l'incertitude. Exactement. Le cerveau déteste le vide, alors il cherche une cause. Et presque toujours, la victime conclut que c'est de sa faute. Elle veut réparer quelque chose qu'elle n'a même pas identifié. Alors, comment on brise ce silence? Il faut nommer le comportement. Dire simplement « ce silence ne résout rien ». Si quelque chose ne va pas, il faut en parler. Et la réaction de l'autre est un test. Oui, une personne bienveillante acceptera le dialogue. Un manipulateur maintiendra le silence pour garder le contrôle. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Si cet épisode vous a été utile, envoyez-le maintenant à une seule personne. Un seul partage motive vraiment notre équipe. On aborde maintenant des tactiques un peu plus avancées. La triangulation. C'est le jeu numéro 4. Le principe, c'est d'introduire une 3e personne dans le conflit. Oui, une personne réelle ou même imaginaire. On entend des phrases comme
Un tel est d'accord avec moi. Ou même mes parents pensent que tu as tort. Ah, l'armée imaginaire? C'est ça. On se bat plus contre une personne, mais contre un groupe supposé. C'est une façon d'isoler la victime, de la faire douter de sa position. En se sentant en minorité, elle est plus susceptible de céder. Donc la défense, c'est de refuser ça. De dire Je ne veux pas savoir ce que les autres pensent, parle pour toi-même. Il faut ramener la conversation entre les deux personnes concernées, uniquement. très clair. Ensuite, le jeu numéro 5, un nom très imagé, les miettes de pain, le breadcrumbing. L'analogie est parfaite. On donne juste assez à une personne pour la maintenir en vie, en attente, mais jamais assez pour la rassasier. Concrètement, ça se traduit par des signes d'intérêt minimes et surtout intermittents. Un like, un message de temps en temps, Oui, mais dès qu'il s'agit de s'engager, de passer à l'étape supérieure, plus personne, la personne disparaît, devient vague ou indisponible. C'est une boucle d'attente et de déception. L'espoir est toujours renouvelé par ces petites miettes et ça empêche la victime de passer à autre chose. le but, c'est de garder l'attention sans rien offrir en retour. C'est exactement ça. Ils ne rompent même pas clairement. La défense, c'est de sortir du cycle, de reconnaître que ces miettes ne suffisent pas et qu'on mérite un vrai repas. Passons au 6, le chevalier blanc. Celui-ci est paradoxal. Oui, parce que le manipulateur crée lui-même un problème, pour ensuite le résoudre et passer pour un héros. Un exemple. Il sème la discorde entre des amis pour ensuite jouer le médiateur, ou il sabote les efforts de la victime pour ensuite la consoler. Le sauveur. Ça lui donne un sentiment de pouvoir, de contrôle. Totalement. Et le chevalier blanc a besoin que la victime reste dépendante. Si elle devient autonome, il devient froid ou lui fait sentir qu'elle est ingrate. Comment on fait la différence entre une aide sincère et ça? L'aide authentique vise à rendre l'autre plus fort. Le chevalier blanc, lui, veut maintenir la dépendance. Il faut être reconnaissant pour l'aide, oui, mais sans jamais abandonner son propre pouvoir. On en arrive au dernier jeu, le numéro 7. Les sources le décrivent comme le dragon à 3 têtes, DARVO. C'est un acronyme. Deny, Attack and Reverse Victim and Offender. Nier, attaquer et inverser les rôles de victime et d'agresseur. C'est la technique la plus toxique. Imaginez vous confronter quelqu'un sur un mensonge. La réponse se fait en 3 temps. Le déni. Je n'ai pas menti. Simple, direct. L'attaque. Mais il n'attaque pas sur le fond, sur le mensonge. Il attaque sur la forme. Le ton, le moment choisi. Pourquoi es-tu si paranoïaque? Tu choisis toujours le pire moment. C'est ça, il déplace le sujet. Et enfin, le coup de grâce, l'inversion des rôles. Le manipulateur se positionne en victime. Ta méfiance me brise le cœur. Je suis si malheureux avec quelqu'un qui me suspecte toujours. Et le résultat est stupéfiant. La personne qui posait la question se retrouve à s'excuser, à consoler le manipulateur. Elle est submergée par la honte et la culpabilité. Le mensonge initial a complètement disparu de la conversation. Comment on peut contrer une manœuvre pareille? La seule issue, c'est de rester focalisé sur le sujet initial. Ne pas tomber dans le piège de la diversion. Dès que la discussion dérive, il faut dire stop. Oui, calmement. Nous pourrons parler de ce que tu ressens plus tard, mais pour l'instant, restons sur le sujet principal. Il faut s'accrocher à cette règle d'or. Demander des comptes n'est pas une attaque et dire la vérité n'est pas de la cruauté. Si on fait la synthèse de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que la reconnaissance de ces jeux est la première étape pour s'en libérer. Absolument. Si on se sent souvent fou, trop sensible ou excessif dans une relation, ce n'est peut-être pas un hasard. Non. On n'est pas fou, on est peut-être simplement face à un joueur habile. Il lire son jeu. C'est déjà reprendre le pouvoir. Le contrôle du manipulateur s'arrête là où commence notre compréhension. Le pouvoir revient lorsque ces jeux n'ont plus d'effet sur nous. Ça me laisse avec une dernière pensée pour la suite. Maintenant que ces schémas sont plus clairs, comment distinguer une maladresse de communication, qui arrive à tout le monde, d'un véritable jeu de contrôle délibéré? La frontière est parfois mince. C'est une excellente question. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a aidé, cliquez sur j'aime, laissez un court commentaire et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Chaque partage aide davantage de personnes à nous trouver. Et n'oubliez pas de rester abonné à Charismatique. Le meilleur reste à venir. On se retrouve dans le prochain épisode. Restez charismatique. Charismatic.